Elevate, gym life, meditate, stay hydrated, please just regulate. Honnêtement, je ne sais pas trop comment démarrer cet épisode. Habituellement, je n'apprécie pas trop parler de choses très personnelles, mais là, je ressens vraiment l'envie d'en parler. Pour déconstruire les a priori que l'on peut avoir sur le sujet, et surtout pour communiquer, et éviter que tu te retrouves à un moment ou à un autre dans cette situation. En février dernier, un professionnel de la santé m'a diagnostiqué avec un burn-out de niveau assez élevé. Et pour moi, ça a été un vrai choc d'apprendre ça. Parce qu'on entend souvent parler de telle ou telle chose, mais dès que ça nous concerne, ça prend une tournure et un goût complètement différent. Je ne vais pas te dire que je nageais dans le bonheur complet à ce moment-là, parce qu'il y avait quelques signes qui auraient pu clairement m'alerter. Mais jamais je n'aurais imaginé que ça aurait pu m'arriver. Aujourd'hui, je sens que je suis prête à en parler. Et je pense que d'un côté, ça fait partie de ma thérapie, de mettre des mots sur tout ça. Rassure-toi, mon objectif dans ce partage n'est absolument pas de parler que de choses négatives et de te déprimer. Parce que même si c'est encore très récent et que je pense que je ne m'en suis pas remise à 100%, aujourd'hui ça va beaucoup mieux. J'ai eu des changements dans ma vie professionnelle et dans mon état d'esprit et je peux en parler avec beaucoup plus de recul. Et surtout je pense que c'est en quelque sorte nécessaire que je passe par là pour que je change ma manière de fonctionner. Parce que cette expérience m'a permis de faire une réelle introspection sur moi-même, sur ce que je veux dans la vie et surtout sur comment y arriver. J'ai envie de communiquer sur le sujet parce que je partage mon expérience de vie sur cette chaîne. La fin de mes études en septembre 2023, mes voyages, ma vie en tant qu'ingénieure informatique et créatrice de contenu à ses heures perdues, ou encore très récemment, l'achat de mon tout premier appartement. Ces témoignages, j'ai envie de les aborder avec le plus d'authenticité possible. Et je n'ai tout simplement pas envie de vendre du rêve. Je ne veux pas faire partie de ces influenceurs qui glamourisent leur domaine d'activité ou leur activité entrepreneuriale en ne montrant que le positif. Il y a toujours une face cachée à l'iceberg, dont personne ne parle et surtout dont personne ne veut entendre. Après, en y réfléchissant autrement, ce n'est pas plus mal. Parce que si l'on présentait toujours les négatifs, je pense que personne ne se lancerait dans quoi que ce soit. Par exemple, quand je me suis lancée dans l'informatique, j'adorais regarder les vlogs de ces filles, tout droit sorties de Pinterest, qui partageaient une journée dans leur vie en tant qu'ingénieur informatique à Google par exemple. Today is my first day as a software engineer at Google, who also just moved to New York City. Here, working remotely, the first thing I definitely have to do. Ça me faisait rêver de voir leur bureau ultra design chez elles en télétravail, les projets super intéressants sur lesquels elles travaillaient, ou encore les repas qu'elles prenaient le midi dans leur restaurant d'entreprise. Je ne pense pas que ça m'aurait autant branché si elles parlaient du stress qu'elles ressentaient à longueur de journée, des remarques misogynes qu'elles se prenaient dans la figure, ou encore du syndrome de l'imposteur qui ne voulait jamais partir. Tout compte fait, parfois c'est vrai que c'est plus agréable de rêver dans son monde idyllique, mais la redescente est parfois très délicate. Pour organiser mes propos, je vais dans un premier temps te parler du contexte dans lequel j'étais, de mes débuts dans le monde professionnel après mes études, de mon ressenti à ce moment-là. Puis dans un second temps, j'aborderai le point de rupture qui m'a fait passer du rêve à la désillusion. Et enfin, dans les deux dernières parties, je te parlerai du reset que j'ai pris après ça, où j'ai eu le temps de me poser pour prendre du recul sur la situation et par la suite, des changements que je me suis forcée à accepter dans mon état d'esprit pour aller mieux. Dans cette première partie, je vais t'expliquer un peu le contexte qui m'a fait en arriver là. Et pour ça, je vais remonter un petit peu dans le temps. Dans mes dernières vidéos, notamment celle sur mon parcours scolaire, je te disais que j'ai toujours eu beaucoup de considération pour le travail. Cette considération très élevée était notamment due à mon éducation. Ma mère a fait de longues études et elle a toujours voulu que moi et ma sœur réussissions dans les études pour se construire une vie plus confortable que celle qu'on avait. Elle s'est d'ailleurs beaucoup donnée pour qu'on réussisse. Je me rappelle jusqu'à maintenant qu'elle passait des heures accroupie sur des tabourets pour qu'on retienne par cœur nos leçons et elle ne s'arrêtait jamais aux exercices du prof. Non, on avait le droit à chaque fois à des exercices supplémentaires, à notre plus grand désespoir. Mais pour le coup, sa détermination a payé, parce que j'ai toujours été classée parmi les meilleurs de la classe. Et surtout, j'aimais les études et je savais pourquoi j'étais là. Jusqu'au lycée, je voulais décrocher un bon dossier scolaire qui me permettrait d'avoir plus de chances d'intégrer les meilleures écoles supérieures. Et une fois en études supérieures, je voulais développer le plus de compétences possibles pour pouvoir travailler dans une entreprise prestigieuse. Et comme le disait ma mère, le travail, ça paye. Quand on se donne les moyens et les ambitions pour y arriver, il y a toujours un moment où ça finit par marcher. Et d'ailleurs, mon plan avait marché. Un peu trop d'ailleurs.
J'avais fait tellement d'entretiens avant de terminer mes études que je maîtrisais le jeu. J'ai pu signer un CDI avec une entreprise pour laquelle je n'aurais jamais imaginé travailler. C'était vraiment fou. J'étais si impatiente de commencer cette nouvelle vie, l'apothéose de toutes ces années d'études, que dès que la RH m'a demandé quand est-ce que je voulais commencer, j'ai répondu le plus rapidement possible. J'ai terminé mes études en juillet 2023, mais j'étais en alternance à ce moment-là. Donc mon ancien contrat de travail allait jusqu'à fin août. Je me suis donné 2 semaines pour déménager dans une autre région et j'ai fait ça dans un temps record. J'ai commencé le travail dans ma nouvelle entreprise en mi-septembre. Même si l'adaptation dans cette nouvelle région était déstabilisante au début, j'étais quand même relativement satisfaite. Je me sentais reconnaissante d'avoir obtenu un travail aussi rapidement, alors que je voyais à côté certains de mes amis galérer à trouver du boulot post-études. L'entreprise m'a également plu dès le début, avec des petites choses qui pourtant font toute la différence. Le fait par exemple de me donner comme ordinateur de travail un nouveau Mac que j'ai pu dévaler dans son carton d'origine. De travailler dans des locaux entièrement refaits à neuf, d'avoir un jardin extérieur assez grand pour y faire des balades le midi, 3 jours de télétravail, d'avoir un programme d'intégration pour les jeunes embauchés avec des événements organisés assez régulièrement, d'avoir un salaire plus que convenable, et tout ça sans te parler des nombreux autres avantages. Les 2 seuls points noirs qu'il y avait dans l'histoire étaient d'une part le trajet pour m'y rendre, parce que je prends un bus qui peut prendre jusqu'à 1h20 de chez moi jusqu'à l'entreprise, en tout cas en cas de gros trafic sur la route, ce qui arrive en réalité tous les matins et tous les soirs. Et l'autre point noir était le sentiment de solitude que je ressentais. L'organisation est assez particulière. Je ne sais pas trop si c'est courant chez beaucoup d'autres entreprises dans le secteur informatique. Mais en bref, le secteur informatique est composé de nombreuses petites équipes agiles de 4 à 10 personnes. Dans ces personnes, il faut compter la partie business qui est localisée à Paris et les prestataires qui viennent de partout en France, mais aussi beaucoup à l'étranger. Du Maroc et de l'Inde principalement. Cette pratique est couramment appelée offshoring. L'offshoring, c'est tout simplement le fait de faire appel à de la main-d'œuvre étrangère, moins chère, provenant de pays où le PIB est beaucoup plus faible. C'est la politique de beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui voient ça comme une manière de faire des économies, au détriment bien entendu du relationnel et de la qualité de travail des employés. Tout ça pour dire que la plupart des personnes qui travaillent dans ces équipes ne travaillent en réalité pas en physique avec les personnes de leur équipe. Ce qui crée des situations assez particulières où tu te déplaces pour aller sur le site de l'entreprise pour passer toute ta journée à discuter sur Microsoft Teams par chat et appel vidéo avec des personnes de ton équipe. Les bureaux sont de grands open space avec des personnes qui ont des équipes de travail différentes. Au départ, je trouvais la situation assez bizarre et je me sentais quand même assez seule et isolée. Mais au final, j'ai commencé par bien m'entendre avec les personnes de mon bureau avec qui j'entretiens de très bonnes relations et quelque part, je m'y suis faite. J'avais pas mal de choses à apprendre sur le fonctionnement de l'entreprise et les méthodes de travail. Au départ, quand j'ai commencé, il y avait 2 développeurs internes et 3 développeurs externes. Puis ces 2 développeurs internes ont quitté l'entreprise. Quelques semaines juste après mon arrivée pour l'un et 3 mois après pour l'autre. Je me suis donc retrouvée rapidement seule interne dans une équipe avec principalement des externes. Même le Scrum Master, qui est l'équivalent d'un coach si on fait le parallèle avec une équipe de sport, était interne. L'absence de ces figures pour mieux comprendre le fonctionnel m'a quand même beaucoup pesé. D'autant plus que les externes ne venaient pas sur le site de l'entreprise, ou bien très rarement, et qu'ils n'avaient pas toutes les réunions et tous les devoirs que l'on peut avoir en tant qu'interne à l'entreprise. Aussi, je n'osais pas trop leur poser de questions sur le projet, car j'avais cette mauvaise impression d'être prise de haut et dénigrée. D'ailleurs, ce n'était pas qu'une impression, car on m'avait dit à plusieurs reprises devant moi que mon arrivée dans l'équipe n'était pas voulue, car ils attendaient une personne avec plus d'expérience que moi, et qu'ils étaient en quelque sorte déçus de se retrouver avec une personne qui leur était imposée. Une des personnes de l'équipe m'a dit qu'à son arrivée dans l'équipe il y a quelques années, il passait ses nuits sur le projet pour monter le plus rapidement en compétences et que c'était peut-être ce qu'il fallait que je fasse. Car selon lui, je n'avais pas le niveau. Pendant un moment, c'est ce que j'ai fait. Je n'avais plus d'horaire. J'ai toujours été assez autonome et je vis plutôt bien le fait d'être seule aussi, donc ça ne me dérangeait pas de travailler de mon côté. Mais il y a certaines problématiques dans les travaux de groupe qui ne peuvent pas être résolues seules. Certains processus et manières de travailler qu'il faut connaître, et comme je t'ai expliqué, la communication avec les autres développeurs était assez compliquée pour moi. Tout ce contexte m'a énormément fait perdre confiance en moi et en mes capacités. Je me sentais nulle. Et je m'étais convaincue que les autres avaient raison de douter de moi. On m'a dit à plusieurs reprises que je n'étais pas faite pour coder. Et que je m'en sortirais mieux en design ou en chef de projet. Parce que j'étais beaucoup plus à l'aise socialement qu'eux et moins à l'aise techniquement. C'est vraiment la toute première fois de ma vie que je me suis sentie aussi négative à l'idée de travailler et de progresser. Pourtant je savais, pour l'avoir vécu un grand nombre de fois auparavant, que l'on doit toujours passer par cette phase de doute. Faire preuve de résilience et devenir meilleur.
Mais d'habitude, ça ne dure pas très longtemps. Au bout de 3 mois, j'avais encore ce ressenti. Pareil au bout de 6 mois. Et même après 1 an, je ne me sentais toujours pas légitime. Le plus étrange, c'était que ce que je devais apprendre pour être efficace dans ce projet n'était pas insurmontable. C'était du front, donc le côté visuel des applications, et je connaissais déjà une bonne partie des technologies utilisées. Et avec du recul, je pense aussi que c'est ce qui a contribué au fait que je ne voyais plus trop d'intérêt dans ce que je faisais. Dans ma vision du travail, je considère que l'entreprise doit autant apporter au salarié que ce que le salarié lui apporte. J'attends du projet dans lequel je travaille qu'il m'aide à monter en compétence dans un domaine et des technologies qui m'intéressent. Alors que je pensais être intéressée par le visuel, je me suis rendu compte que la partie plus logique et structurelle des applications me manquait. D'autant plus que dans le grand projet dans lequel j'étais, il y avait une centaine de développeurs et un code d'une grande complexité. Donc je pouvais changer une trentaine de fichiers pour au final avoir des modifications visuelles quasiment inexistantes et imperceptibles aux yeux des clients. Ce qui était assez frustrant et peu gratifiant. Je ne voyais plus de sens dans ce que je faisais. Parce que ce qui m'animait à la base dans l'informatique, c'était justement cet aspect créatif et conceptuel. Le fait de changer les choses et d'innover. Mais là, j'avais juste l'impression d'être un technicien de maintenance dans une application déjà très mature qui devait résoudre des bugs très rapidement pour satisfaire le besoin du business. Et on me reprochait à longueur de journée de ne pas être assez rapide pour résoudre les bugs. Parce que dans le cycle de vie d'une application, il y a plusieurs phases. Au début, il y a la phase de conception, celle où on part d'une feuille blanche. On échange des idées, on réfléchit à l'architecture, on imagine des solutions. C'est là que l'innovation a toute sa place, que l'équipe a un vrai pouvoir décisionnel, qu'on peut construire quelque chose de neuf, d'utile. Ensuite vient la phase de développement initial. C'est intense, parfois chaotique, mais c'est aussi une période où chaque ligne de code compte, où l'impact visuel est immédiat. On construit les fondations, on pose les bases, et chaque sprint amène une avancée concrète. Mais à un moment, l'application devient stable, elle entre dans une phase de maturité, et là on bascule. On passe du pourquoi on fait les choses au comment on les maintient. Le projet devient plus politique, plus figé. Il faut suivre des processus lourds. On n'a plus vraiment le droit à l'erreur. C'est dans cette phase-là que se trouvait mon projet. Une application déjà bien rodée, où il n'y avait plus de place pour créer. Juste des tickets à traiter, des bugs à corriger en urgence, des processus à suivre à la lettre. J'étais devenu un rouage dans une grosse machine, un exécutant. Et on me demandait d'aller toujours plus vite, sans me laisser le temps de faire les choses. L'essentiel, ce n'est plus d'innover, mais surtout de ne rien casser et de tester. Tester des solutions, avec des A/B tests notamment, demandés par le business. Si tu n'es pas familier avec le concept, un A/B test consiste à proposer 2 versions légèrement différentes d'une même fonctionnalité à 2 groupes d'utilisateurs pour voir laquelle convertit le mieux. En théorie, c'est intéressant. En pratique, ça veut dire passer des semaines à modifier un bouton, un texte ou une animation pour gagner 0,3% de clics. Et encore, si le test est concluant. Parce que quand ce n'est pas le cas, c'est des heures de travail qui partent à la poubelle, en boucle. Ce n'est pas qu'il n'y a rien à apprendre de ces phases-là, c'est juste que ce n'était plus ce qui me faisait vibrer. Moi, je voulais construire quelque chose de sensé, pas optimiser une machine qui tourne déjà très bien toute seule. J'avais l'impression qu'on m'avait recruté pour mes idées, mais au final, on attendait juste que j'exécute. Rapidement, silencieusement, et surtout sans me plaindre. Et c'est là que j'ai commencé à décrocher. Flying out the island so remote we must charter. Been a pro for 10 years, trying to go another 10. Going hard like Vince Carter. Leave something for my son and my daughter in case of my departure. You know that I'll always try to get it right. I'm working hard to leave a legacy behind. Je me levais chaque matin avec la boule au ventre. La sensation que la journée allait être interminable, puis avec le temps, même insurmontable. C'était comme si j'étais dans une boucle infinie, parce que je n'étais plus passionnée par ce que je faisais, je n'avais plus envie, et on me reprochait de ne pas être assez, de ne pas faire assez. Et plus on me reprochait des choses, moins j'avais envie de faire d'efforts, et plus je perdais l'envie d'avancer. Pourtant à la base, comme je t'expliquais au début, le travail a toujours fait partie de mon identité. Chaque personne trouve sa confiance personnelle dans quelque chose. Pour certains c'est le physique, pour d'autres c'est le sport. Et pour moi, c'était le travail, parce que c'était la seule chose sur laquelle je me suis toujours le plus investie. Le fait de ne plus trouver de sens, d'envie, de mérite et de reconnaissance dans le travail m'a fait perdre cette confiance que j'avais en moi et surtout cette envie que j'avais d'avancer. Mais je ne m'en rendais pas forcément compte sur le moment. C'était vraiment très progressif. Je te parlais au début des signes qui auraient pu m'alerter. Parmi ces signes, il y avait le fait que je me suis beaucoup éloignée de mon entourage et j'avais beaucoup plus envie d'être seule.
Je piquais aussi pas mal de crises de colère, parfois pour des choses carrément inutiles. Je pleurais aussi beaucoup, parfois sans raison. À la fin de mes journées, j'avais la sensation d'être vidée, littéralement. Je n'avais juste plus la force pour faire quoi que ce soit. Ni avancer sur mes projets personnels, ni faire du sport, ni faire des plats élaborés. Parfois je cédais à la fatigue et je ne faisais rien. Ce qui fait que je me sentais encore plus mal. Et parfois je luttais et je me forçais à faire les choses. Faire des vidéos YouTube, cuisiner et aller au sport m'a beaucoup aidé à prendre de la distance avec tout ça. Même si j'en avais pas envie au début, à la fin, j'étais vraiment contente de l'avoir fait. La situation a duré 1 an et demi. Je ne m'en rendais pas compte parce que, à la base, je suis une personne très positive et optimiste. Je me disais que c'était une situation passagère, que ça allait passer. Et surtout, je ne laissais rien paraître. Je souriais tout le temps, même aux remarques désagréables. Je prenais tout sur moi, jusqu'au jour où je n'y arrivais plus. Je ne pouvais plus porter ce masque un jour de plus. Un soir, alors que j'avais passé une très mauvaise journée et pleuré pendant plus de 3 heures sans m'arrêter, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas y retourner le lendemain. L'idée d'aller au travail me rendait extrêmement anxieuse. J'ai compris à ce moment-là que ça ne pouvait plus durer et qu'il fallait que je me fasse aider. L'idée de quitter mon travail m'avait déjà traversé l'esprit, mais je ne pouvais pas me le permettre, notamment avec le projet que j'avais d'achat d'appartement. Je ne pouvais pas me retrouver dans une situation instable maintenant, après tous les efforts que j'avais faits. D'autant plus que ça n'allait pas aider dans ma confiance en moi. Donc j'ai décidé d'aller voir une psychologue le soir même, sans grande conviction j'avoue, parce que je ne voyais pas trop en quoi elle allait m'aider. Et j'ai toujours eu cette impression qu'il fallait avoir un vrai problème pour y aller. Et je trouvais ça un peu bête et enfantin d'y aller en lui disant juste « Bonsoir, je suis là parce que j'ai pas envie d'aller travailler demain ». Mais pour tout te dire, c'est exactement ce que je lui ai dit en rentrant dans le cabinet. Puis elle m'a posé un grand nombre de questions sur ma vie en général, sur ce que je ressentais, et m'a sorti un ensemble de feuilles avec un test et un formulaire à remplir. Le test était composé de plusieurs affirmations sur lesquelles il fallait que je réponde sur une échelle de 0 à 5. 0 étant jamais et 5 étant toujours. Je te donne vite fait ici un exemple d'affirmation qu'il y avait. Je me sens émotionnellement vidée par mon travail. Je suis fatiguée dès que je me lève le matin pour aller travailler. Je me sens insensible ou dure avec les autres au travail. Je doute de l'utilité de ce que je fais. J'ai perdu l'intérêt pour ce que je faisais avant avec passion. Je me sens incompétente ou inefficace dans ce que je fais. Une fois remplie, elle a analysé les résultats, a levé les yeux vers moi avec un regard inquiet et m'a dit que d'après elle et d'après les réponses que j'avais obtenues au test, j'étais en burn-out. Le test qu'elle m'a fait passer est le MBI, ou Maslach Burnout Inventory. C'est l'outil de référence dans les études scientifiques et en psychologie du travail. Il est appelé en français l'échelle de Maslach, car il permet de mesurer le burn-out au travers de 3 dimensions clés. L'épuisement professionnel, soit le fait de sentir une fatigue intense et d'avoir la sensation d'être vidé émotionnellement et physiquement. La dépersonnalisation, ou la prise de distance excessive par rapport au travail ou aux autres. Et le dernier étant l'accomplissement personnel réduit, soit un profond sentiment d'inefficacité ou de ne pas être à la hauteur ou utile. Comme je te l'ai dit au début de cet épisode, j'étais vraiment choquée par ce qu'elle venait de m'annoncer, et par le terme en lui-même. Pour moi, le burn-out, c'était ces gens qui donnaient leur vie au travail, par passion, et qui travaillaient beaucoup. Je n'avais pas l'impression de travailler trop, et je n'étais clairement pas passionnée par mon travail à ce point. Pourtant, je me retrouvais bien dans tous les symptômes. L'irritabilité, les pleurs, les sauts d'humeur, la fatigue extrême constante, le stress et l'anxiété récurrente, la perte de sens et la perte de confiance en moi. Je me suis littéralement effondrée quand elle m'a annoncé ça. C'est étrange parce que d'un côté, c'était vraiment désagréable de me sentir aussi vulnérable. Mais de notre côté, c'était comme si c'était la première fois depuis longtemps que je n'avais pas à faire semblant que tout allait bien. Ça m'a aussi fait prendre conscience que je m'étais mise toute seule dans cette situation. Et que si je ne le supportais pas, je pouvais aussi très bien m'en sortir. Et qu'il y avait toujours des solutions. Alors que j'avais jusque-là la sensation d'être en quelque sorte piégée dans une situation dans laquelle je ne pouvais pas m'en sortir. J'ai commencé à imaginer pour la première fois des portes de sortie. C'est la perte de confiance en moi qui parlait pour moi, en me disant que j'étais forcée à rester là, ou bien à galérer si je quittais mon travail. Parce que comme aime bien le dire une personne qui se reconnaîtra en écoutant ce que je vais dire à l'instant, tout n'est pas blanc ou noir dans la vie. J'avais totalement mis de côté les autres options qui s'offraient à moi. Le fait de trouver un autre poste dans une autre entreprise, ou tout simplement le fait de changer de projet dans mon entreprise actuelle. Parce que j'avais des compétences et j'étais légitime. Sinon je ne serais pas là où j'étais. Il fallait juste que j'en prenne conscience, pour ne pas laisser les autres m'écraser. Et aussi le plus important, c'était que je trouve un projet qui résonne avec moi, qui allait me stimuler et me pousser à me surpasser. La psy m'a conseillé de prendre une semaine pour souffler et prendre du recul sur la situation. Je l'ai écoutée et je me suis mis en arrêt pendant une semaine. C'était court, mais cette semaine a complètement changé le tournant de ma vie actuellement. Déjà, je me suis rendu compte d'une chose au cours de cette semaine. Depuis août 2023, je ne m'étais pas arrêtée. J'ai enchaîné le travail, les projets, les voyages,
et le social pendant mes jours de repos. Et je n'avais pas eu une seule semaine comme celle-là. Une semaine calme où je n'ai rien fait de grandiose au final. Ce qui m'a surpris au cours de cette semaine, c'est que c'était la première fois depuis longtemps où j'avais l'impression d'avoir le temps. Quand d'habitude, je cours derrière les choses à faire. J'ai pris le temps de cuisiner. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que je me suis lancé le défi de cuisiner des repas plus équilibrés. C'est la dernière vidéo que j'ai mis en ligne si jamais tu ne l'as pas encore vue. J'ai aussi pris le temps de faire le ménage, et peut-être que je suis folle, mais pour moi c'est extrêmement thérapeutique. J'ai l'impression de nettoyer mon cerveau, et j'adore me retrouver par la suite dans un espace propre. Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are fine. Bien sûr, je me suis aussi donné le temps d'appeler mes proches. Que dalle, pourquoi? Parce que comme j'ai bossé avec Bouygues, je nous ai mis une offre pérenne. Et à l'opposé, de prendre du temps seul. J'ai apprécié chaque instant et chaque seconde. Le bleu du ciel, I lose my breath whenever I see you. You stole my heart. la danse des vagues dans l'horizon. My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. Les passants dans la rue You set my world on et l'air frais de la nature. Morning has broken, my windows are open. Wanna feel the wind blow through my hair. Which way do I follow? What happens tomorrow? I turn to you and hope you can guide the way. Sometimes I give up, just wanna be on J'ai aussi pris le temps de me poser sur des activités de détente, comme le dessin par exemple, que je pratiquais beaucoup avant et que j'ai délaissé avec les études et ma nouvelle vie d'adulte. Said you needed space. Said you needed more time to think. So you went away. But you still would stay in my J'ai aussi pris le temps d'écrire. J'écris dans un journal depuis que je suis petite, parce que j'ai toujours trouvé ça très thérapeutique et utile pour mettre les choses en ordre dans mes pensées. Mais j'étais extrêmement surprise de voir la date à laquelle j'avais écrit pour la dernière fois dans ce carnet. Ça remontait à l'époque de la rédaction de mon mémoire d'études. C'est à ce moment-là que j'ai compris le terme dépersonnalisation, qui est souvent associé au burn-out. Parce que je me suis tout simplement rendu compte que j'étais complètement déconnectée de ma propre personne. C'est assez violent comme réalisation, mais je me suis rendu compte qu'à part le travail, je ne savais plus quoi faire d'autre et qui j'étais. Oui, je continuais à aller à la salle de sport, au volley et à publier sur YouTube quand j'en avais l'énergie, mais je le faisais pas forcément en toute conscience, mais plus en mode automatique. J'enchaînais les choses sans vraiment me donner la permission de les vivre sans pression. Les seuls moments où je me sentais vraiment connectée au moment présent, c'est quand j'étais en voyage. Et c'est ce qui m'a donné la réalisation qu'il fallait que je vive chaque jour comme si j'étais en voyage. Que je prenne le temps d'apprécier les choses autres que le travail. Que je vive avec intensité les moments libres que j'avais. Je t'avais prévenu que cet épisode n'avait pas pour but d'être déprimant. Au contraire, parce qu'aujourd'hui je vais beaucoup mieux. Il y a des hauts et des bas forcément, mais j'ai accepté le fait qu'il fallait que je change de mentalité quant à la vision que j'avais du travail pour aller mieux. Et c'est ce dont j'aimerais te parler à présent. Le premier point sur lequel je travaille, et qui pour moi a toujours été très dur à accepter, c'est le fait de prendre le temps. Je suis de tempérament hyperactif, même si je sais que ça ne se voit pas trop au premier abord. Je n'ai absolument aucune patience. Quand je veux les choses, je les veux vite. Dans le monde professionnel, je suis arrivée avec beaucoup d'illusions qui m'ont porté préjudice. Je voulais m'intégrer rapidement, je voulais trouver ma place rapidement, je voulais me sentir bien rapidement, alors que toutes ces choses prennent du temps, et une personne avec des années d'expérience ne pourra pas être comparée avec une personne qui est littéralement un bébé à côté. Je te parle du monde professionnel depuis le début, mais mon épuisement n'a pas été uniquement dû à ça. De manière générale, je me mets énormément de pression. Je voulais gérer ma première année de travail, avec les démarches pour l'achat de mon appartement et ses travaux. Et
aussi ce projet que j'ai sur YouTube de créer des vidéos. Ces 3 choses prennent déjà en elles-mêmes beaucoup de temps et génèrent leur propre lot de stress. D'autant plus que je n'avais aucune expérience dans aucune de ces choses. J'ai juste foncé, tête baissée, comme à mon habitude, et je me suis mise énormément de pression pour tenir le cap et m'en suis voulu de ne pas y arriver. Alors que pareil, oui, je n'arrive toujours pas à tenir le rythme d'une vidéo par semaine, mais je ne peux pas me comparer à une personne qui fait ça depuis des années et a trouvé ses propres stratégies avec le temps. Rien que là, je vois bien qu'entre mes premières vidéos YouTube qui me prenaient 1 mois à monter avec le travail à côté, alors qu'aujourd'hui j'arrive à en terminer une en 1 semaine et demie avec le temps que j'ai, ce qui est très différent. Peu importe le domaine, les compétences prennent du temps à se développer. Il faut que je me donne le temps de gagner en expérience et que j'arrête de me comparer à un idéal préconstruit qui n'existe pas. Bien entendu, je suis aussi consciente que cette manière de faire n'est pas négative, parce que l'inverse pourrait être handicapant aussi. Vouloir prendre trop de temps, c'est aussi passer à côté de certaines opportunités. Si je ne m'étais pas lancée dans tout ça, par peur de ne pas y arriver, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Je n'aurais pas fait mon premier achat, je ne serais pas là à te parler aujourd'hui, et je n'aurais pas appris de toutes ces leçons. Mais je pense qu'il faut trouver un certain équilibre, et surtout garder en tête que le plus important, ce n'est pas de trop faire, mais tout simplement de faire. C'est pour cette raison que j'aime énormément le concept d'effet cumulé, parce que je trouve qu'il apporte énormément de sens à pas mal de domaines de ma vie. Par exemple, le plus important, ce n'est pas de faire une séance de sport d'1 heure et demie, mais juste d'aller à la salle. Même si c'est pour 20 minutes. Parce que ça m'apprend l'autodiscipline d'une part, et aussi parce que 20 minutes sur 5 jours pendant un mois a plus d'impact dans le temps qu'1 heure et demie 4 fois dans le mois. Ou si je prends un autre exemple, prendre 1 heure par jour pour avancer sur mes projets personnels va avoir plus d'impact que me buter pendant 5 heures un week-end à travailler. Je l'ai déjà fait, et ça m'a juste énormément frustrée de ne pas pouvoir profiter du soleil dehors et des gens autour de moi. Et surtout, ça a brûlé littéralement toute ma motivation et l'envie de refaire la même chose le week-end d'après. Pour la qualité de mes vidéos, c'est la même chose. Au départ, j'appréhendais beaucoup le fait de publier une vidéo avec une qualité de vidéo ou un montage que je trouvais pas terrible. Mais j'ai compris que, dans tous les cas, ce n'est qu'avec le temps que ces choses s'amélioreront, en essayant de faire un peu mieux à chaque fois. En fait, je me rends juste compte que le fait d'accepter de faire les choses doucement à leur rythme, mais en gardant la discipline, me mène beaucoup plus loin que de vouloir monter l'Everest d'un coup et d'être frustrée parce que je n'y arrive pas. Et par conséquent, bien entendu, perdre la confiance que j'avais en moi derrière. Donc voilà, c'est la première leçon que j'ai apprise. C'est bien de vouloir des choses, mais en faire trop dès le début, ce n'est pas forcément le meilleur moyen d'y arriver. C'est mieux d'avancer un pas après l'autre, en essayant de s'améliorer même de 1%, ou même un peu moins chaque jour, en faisant confiance au processus. Toute bonne chose dans la vie prend du temps à se construire. La deuxième leçon que j'ai apprise dans cette mauvaise période, c'est que même quand on a l'impression que tout va mal, rien n'est figé. Il y a toujours, même quand c'est dur de les voir, des solutions à chaque problème. Actuellement, j'ai changé de projet, toujours dans la même entreprise, mais le projet est moins conséquent et on est une petite équipe de 5 développeurs. J'ai plus de responsabilités et aussi beaucoup de choses à apprendre, mais c'est des choses qui m'intéressent. Et de décisions en termes d'architecture, donc je me sens beaucoup plus impliquée. Je suis la première à détester qu'on me mette dans une boîte et pourtant je me suis mise toute seule dedans. Parce que quand on reprend la situation de mon mal-être au travail, j'avais des solutions devant moi que je n'arrivais juste tout simplement pas à voir. J'avais cette possibilité de changer d'équipe, mais aussi d'entreprise, ou même, si je prends un cas un peu plus extrême, de changer de poste ou de domaine d'activité. Parce que dans tous les cas, j'ai toujours eu un profil pluridisciplinaire et pas forcément spécialiste. J'ai bien compris avec le temps que les études n'étaient pas une fin en soi. Tout le monde peut apprendre de nouvelles compétences et passer des certifications avec un peu de motivation. Ce point-là est un peu délicat à aborder parce qu'il n'est pas si simple à mettre en place, mais il peut se travailler. Comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les autres aient confiance en nous quand on galère nous-mêmes à avoir confiance en nous? Est-ce que je ferais confiance à un chirurgien non confiant qui fait sa première opération sur moi, ou à une entreprise de travaux de rénovation qui n'a pas l'air très confiante et approximative sur les délais de livraison? Absolument pas. Donc la confiance et la rigueur que j'attends envers les autres sont aussi valables pour moi. J'avais tendance à fuir les tâches difficiles parce que j'avais perdu confiance en mes capacités. Mais c'est un cercle vicieux, parce qu'on ne peut pas y échapper éternellement. Alors qu'à l'opposé, les faire plusieurs fois les rend beaucoup moins impressionnantes et plus surmontables. Je ne sais pas trop pour quelle raison j'étais dans ma tête un peu restée dans le schéma de l'école, où le prof te félicite et t'aide à gagner confiance en tes capacités. Dans le monde professionnel, c'est très différent. C'est à moi d'avoir confiance en moi pour monter en compétences et faire le boulot demandé. Si je montre un signe de faiblesse ou de manque de confiance en moi, ça se retournera toujours contre moi, parce que ça remet en cause ma légitimité. Ce dernier point me permet de faire la transition sur la 4e leçon que j'ai apprise.
Be so good, they can't ignore you. Cette citation est en réalité le titre d'un livre que je lis ces derniers temps et qui a complètement bouleversé la vision que j'avais du travail. Il peut littéralement se traduire en français par « Sois si fort qu'ils ne pourront pas t'ignorer ». L'auteur, Cal Newport, expose dans son ouvrage les dangers du travail motivé uniquement par la passion et à quel point cela peut être néfaste dans notre santé mentale, voire freiner notre évolution. Selon lui, il vaudrait mieux adopter une philosophie de vie plus ancrée dans la réalité, plutôt que d'attendre l'opportunité de vivre de sa passion. Il propose de se donner les moyens de rapidement monter en compétence dans le domaine de son choix et de se démarquer. Une des phrases qui m'a marquée dans son livre est la suivante. Au lieu de fuir des contraintes de ton travail actuel, commence par acquérir le capital professionnel dont tu auras besoin pour t'en libérer. Il estime aussi que le bonheur ne réside pas forcément dans ce que l'on fait, mais dans la manière dont on choisit de le faire. Chercher à devenir bon dans son travail serait d'après lui la clé pour se sentir mieux au quotidien. Les tâches deviennent alors moins éprouvantes, plus intéressantes, et les clés sont entre nos mains pour se construire plus d'opportunités. Je sais pour avoir déjà reçu certains retours de ce type que certaines personnes vont me dire « Moi je fais le minimum au travail et ça me va très bien ». Et si c'est ton cas, bravo. Et je dis ça en toute sincérité, parce que faire le minimum et stagner au même endroit, ce n'est pas fait pour tout le monde. Parce que moi, par exemple, ça ne me comble pas de bonheur. J'ai besoin de me sentir évoluer, de gagner de l'expérience et d'avoir des perspectives d'évolution. Et quand je dis ça, je ne te parle pas forcément dans le salariat. Le travail est une part si importante de notre société que m'y restreindre uniquement pour un salaire, en détestant tout le reste, me déprime littéralement. Cal Newport explique néanmoins qu'il y a 3 points importants à prendre en compte pour savoir si cela vaut la peine de persévérer dans un travail. Si l'un de ces points est véridique, son raisonnement ne peut pas être appliqué. Voici ces 3 points. Si ce travail offre peu d'opportunités pour se démarquer, en développant des compétences pertinentes, rares et précieuses. Si ce travail est centré sur quelque chose que tu considères comme inutile, voire même néfaste pour le monde. Et en dernier point, si ce travail t'oblige à collaborer avec des personnes que tu n'apprécies pas, et où la communication est difficile. Je constate d'ailleurs que ces 2 derniers points étaient présents dans mon ancien projet, et que le premier point était questionnable d'après moi. Dis-moi ce que t'en penses, mais ça choque pas mal de personnes quand je parle comme ça. Mais je me fous littéralement des augmentations et des primes que je peux gagner en faisant telle ou telle chose. Je ne cherche pas à devenir une personne qui fait uniquement ce qu'on lui dit de faire, en courant derrière l'argent. Je cherche à me construire en tant que personne, en mettant le plus d'intérêt sur les tâches qui m'apporteront le plus de valeur ajoutée dans ma vie actuelle et future. Parce que développer ses compétences, c'est aussi se donner la possibilité de rebondir plus facilement, sans craindre de manquer d'opportunités. Le manque de confiance en moi m'a fait me remettre en question plus d'une fois, sur si ce que je faisais était fait pour moi ou pas. Alors que ce n'était pas réellement la question la plus pertinente. La plus pertinente étant, est-ce que je suis prête à monter en compétence dans ce domaine et est-ce que j'ai les clés pour le faire ? Quelles compétences, quelle expérience et quelle opportunité cela va-t-il m'apporter et en quoi cela pourra m'être utile dans ma vie. Le fait de monter en compétence en développement informatique va, je le sais, me servir à un moment ou un autre dans ma vie. Je sais qu'à terme, je me vois à mon compte dans mes propres projets, dont certains seront liés à l'IT. Le fait d'être en CDI m'a permis d'acheter mon premier appartement à un très jeune âge, et ça sans parler des autres avantages. Donc autant voir cette période comme une opportunité unique d'apprentissage, tant en termes techniques que humains. Du temps passé au travail, autant le rentabiliser à notre avantage pour accroître nos expériences et nos compétences, en étant bien entendu consciencieux d'où est-ce que l'on met notre énergie. Mais une fois le travail terminé, il doit complètement disparaître de mes pensées. La déconnexion du travail dans mon temps libre est une chose sur laquelle j'ai beaucoup galéré au début. Parce qu'en étant cadre sans horaire, je ne sais jamais quand ma journée débute et quand est-ce qu'elle termine. Je ne suis pas payée par heure, mais par jour travaillé. Et je suis évaluée sur la qualité de mon travail et aussi sur sa quantité. C'est aussi plus dur au départ, avec le télétravail, de déconnecter. Parce qu'à la fin de mes journées, même en refermant mon ordinateur, j'ai toujours la tête préoccupée. Et je ne me sens pas hyper bien chez moi, car j'ai associé mon cocon à l'endroit où je travaille. Et je n'ai plus forcément envie de rester au même endroit, même pour faire autre chose. C'est pour cette raison que maintenant je n'y reste plus. Après avoir terminé le travail, j'ai pris l'habitude de sortir. Au départ, je me forçais un peu, parce que je n'avais pas toujours la motivation. Mais maintenant, c'est devenu un de mes moments préférés de la journée. Soit je vais me balader à la mer, soit je vais faire du volley, soit je vais à la salle de sport, ou dans certains cas rares, je sors avec des amis. D'ailleurs, je suis curieuse de savoir ce que tu fais toi pour t'aider à déconnecter, que ce soit du travail ou des études d'ailleurs. Parce que la vie ne s'arrête pas au travail. Même si cette affirmation est assez dure à accepter, quand on voit que le travail occupe généralement au moins 66% de la journée en enlevant la nuit. Mais si je reste sur des données chiffrées, il reste en général 8 heures par jour pour les repas, nos proches et nos animaux si on en a, les trajets, les loisirs et les tâches personnelles. Et c'est à nous de choisir avec conscience ce qu'on veut faire de ce temps pour ne pas le perdre. Je pense que ma génération, la génération Z, prend conscience que le travail n'est pas le centre de notre vie et est moins à même de faire des sacrifices.
Les heures supplémentaires payées, à moins qu'elles soient vraiment essentielles à notre survie, ne sont pas faites pour nous. On ne veut pas attendre la retraite pour vivre, mais trouver le juste équilibre pour profiter de la vie tout en travaillant. Même si elles sont encore très rares, je soutiens beaucoup les entreprises qui prennent la direction d'instaurer des semaines de 4 jours pour permettre à leurs salariés de travailler, de faire des activités, d'être là pour leurs proches et de se déconnecter tout simplement, puis de revenir en étant beaucoup plus frais et plus motivés. Et pour les entreprises qui ne le font pas, en réalité, il y a toujours des moyens d'optimiser le temps en dehors du travail, les soirs et les week-ends pour faire des activités autres que le travail. Je pense par exemple aux activités sportives, mais aussi aux activités créatives comme le dessin, la musique ou encore la poterie. Je connais aussi certaines personnes engagées dans des associations et pour le coup c'est vraiment intéressant en termes humains parce que l'on rencontre pas mal de personnes et on se construit un cercle social. Quand on sait à quel point c'est compliqué en terminant les études de rencontrer des gens. Mais aussi c'est agréable d'avoir l'impression de laisser un réel impact. Devenir adulte, se prendre au sérieux, être plus libre et indépendant pour se créer sa vie de rêve, c'est très bien. Mais c'est aussi important de ne pas oublier son enfant intérieur. Ne pas oublier ce qui nous a toujours procuré beaucoup de joie. C'est hallucinant le nombre de personnes, moi y compris, qui se sont retrouvées contraints à abandonner certaines activités parce qu'ils n'avaient plus le temps avec le travail et la vie du quotidien. Pour ma part, c'est la création de toutes sortes. Avant, c'était beaucoup le dessin. Et comme je l'ai dit plus tôt, je m'en suis beaucoup éloignée à cause des études. Mais j'aimerais pouvoir reprendre progressivement, surtout la peinture. Faire ces vidéos YouTube, c'est aussi pour moi une sorte de création et une activité qui m'anime énormément en dehors du travail. Après, je suis aussi consciente que cette activité, même si je le fais avec passion, reste du travail, car ça me prend beaucoup de temps et j'aimerais à terme la développer et vivre un jour de mes projets. Donc c'est la raison pour laquelle je cherche en ce moment des activités créatives qui sont à 100% à but non lucratif. J'ai acheté un piano sur un coup de tête il y a quelques mois et je me suis mise à apprendre le solfège et les accords. Avec une application en ligne payante, mais pas si chère que ça quand on voit le prix des cours de piano initialement. Et je dois avouer que dès que je me mets à jouer, j'ai l'impression que le temps s'arrête. C'est comme un moment suspendu au-dessus du temps. Une bouffée d'air dont j'avais besoin depuis un moment. Ça me reconnecte aussi beaucoup à mon enfant intérieur. Parce que petite, je rêvais de pouvoir jouer aisément du piano. Tout ça pour dire que si tu es comme moi une personne ambitieuse, qui est énormément impliquée dans ses activités quotidiennes également, n'oublie pas aussi de lâcher prise de temps en temps. Parce que si l'on travaille, c'est aussi pour pouvoir profiter de la vie. Et pas forcément à la fin, mais tout au long du processus. Avoir constamment un bruit de fond est épuisant pour le corps et l'esprit. C'est comme ne jamais laisser à sa personne l'espace pour s'exprimer. Ces moments de vide et de non-distraction, on les évite parce qu'on a l'impression de s'ennuyer. Mais c'est pourtant eux qui nous reconnectent à la personne que l'on est intérieurement, sans les autres pour nous influencer. Je me suis rendu compte que lorsque je me suis épuisée, j'étais tout le temps distraite. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je n'ai jamais eu de toute ma vie un temps d'écran aussi élevé sur mon téléphone. J'étais à plus de 6 heures par jour. Oui. Je sais, c'est terrifiant. Pourtant, à côté, je me plaignais de ne pas avoir assez de temps pour moi en dehors du travail. Les écrans nous éloignent souvent d'une réalité que l'on ne veut pas confronter. En tout cas, quand on choisit pas intentionnellement son contenu. Et ça nous rend addicts parce que ça produit de la dopamine et on en veut toujours plus. Sur un coup de tête, j'ai décidé à un moment donné de me faire violence et de m'en éloigner, en m'autorisant 1 à 2 heures maximum par jour. C'était assez étrange parce que souvent je cuisine, je vais au sport ou je me balade avec de la musique, un podcast ou une vidéo qui tourne en fond. Mais là, je n'avais rien. Il y avait plus que moi et mes pensées. Même si c'est un peu désagréable au début, ça finit vraiment par alléger l'esprit. Parce que c'est dans des moments comme celui-là qu'on laisse à notre esprit la place pour s'exprimer et se développer, qu'on réfléchit à certaines choses et qu'on met les idées au clair dans notre tête. Tu vois cette petite voix dans ta tête avec qui tu fais le point et que tu constates certaines choses, c'est libérateur de me reconnecter à elle. Je te parlais de déconnexion juste avant, en te parlant de ce que je fais pour mentalement terminer ma journée de travail et être à 100% présente pour démarrer ma vie en dehors. Il y a une autre chose que je faisais sans forcément le conscientiser quand j'étais en études et que j'enchaînais les heures de révision. J'ai recommencé à le faire ces derniers temps. C'est tout simplement le fait de prendre 10 à 15 minutes allongée, les yeux fermés par la paume de mes mains, pour faire le noir complet, en faisant le vide dans ma tête et en inspirant et en expirant calmement. J'ai quand même souvent de pensées intrusives à ce moment-là, et c'est normal, donc je ne me blâme pas pour ça. Je prends conscience de ces pensées, puis je les balaye. Méditation, cohérence cardiaque, micro-sieste, appelle ça comme tu veux, ce n'est pas le plus important. Mais ce qu'il est, c'est que je sens ma tête largement plus légère après ça, et je me sens aussi très détendue. On enchaîne tellement de choses dans notre société hyper connectée, que c'est important de se donner le temps de couper, de prendre conscience du présent, et de vivre avec intention.
On arrive à la fin de cet épisode dans lequel je t'ai parlé à cœur ouvert d'un sujet qui n'a pas été facile à aborder. La santé mentale est un sujet assez délicat, qui peut heurter la sensibilité de beaucoup, mais qui, je pense, nécessite d'être dédramatisé et démocratisé pour pouvoir aider le plus de personnes possible. Même si ce n'était pas évident d'en parler, je me sens plus légère d'avoir pu en quelque sorte coucher toutes ces pensées par écrit, puis de les avoir exprimées au travers de ce podcast. Je me sens à présent prête à refermer ce chapitre un peu douloureux de ma vie pour en ouvrir un nouveau qui, je sens, va être beaucoup plus agréable et même très révélateur. C'est avec des expériences de vie comme celle-là que l'on gagne en maturité et que l'on affine la trajectoire que l'on veut donner à sa vie. Même si je pouvais revenir en arrière, je ne changerais rien. Le concept même de réussite n'existerait pas sans échec. On tombe, on apprend, on se relève, et c'est comme ça tout au long du processus. Chaque personne a aussi un parcours de vie différent. C'est aussi pour cette raison que ça ne sert à rien de se comparer aux autres, car on ne sait jamais ce qu'ils vivent réellement. Je sais que c'est facile, surtout sur les réseaux sociaux, de le faire, et de se sentir mal quand on voit des personnes accomplir certaines choses. Obtenir un poste dans une belle entreprise, acheter une maison, voyager, créer leur entreprise. Mais chaque accomplissement a son lot d'épreuves qui vont avec. C'est le message principal que je voulais passer. J'espère en tout cas que cet épisode t'aura plu. Si certaines choses que j'ai partagées résonnent avec toi, ou tout simplement que tu veux partager ton expérience, je t'invite à le faire en commentaire pour créer un espace d'échange et de partage. En attendant, prends soin de toi et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. 문지투성이, hands are trembling right now. Right now. Deep blue water sea, afraid of jumping in right now. Right now.